nostro vigore di vita. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel HISF consacré aux Mérovingiens. Ces HISF seront des collaborations avec la chaîne L'Histoire en 5 minutes. Le premier épisode consacré à la fondation de la dynastie mérovingienne par Clovis est publié sur notre chaîne et évidemment le deuxième épisode sera publié sur sa chaîne à lui. Je vous invite à cliquer ici d'ailleurs pour aller voir sa chaîne. Quoi qu'il en soit, on nous dit souvent que Clovis serait un noble sauvage s'étant élevé parmi les décombres de l'Empire romain pour former un premier hexagone. Vous vous en doutez bien, on va aller un peu plus loin que ce mythe-là et on va aller découvrir une réalité historique bien plus machiavélique qu'il n'y paraît. Les Francaliens sont l'une des tribus barbares qui furent au service de Rome, notamment au 5e siècle. Avec leurs cousins les Francs ripulaires, ils se sont installés au nord et à l'est de la Gaule. Ils vont faire partie de l'alliance gallo-romano-barbare qui va botter le cul d'Attila en 451 à la bataille des Champs Cataloniques. En 476, le dernier empereur romain en Occident, Romulus Augustule, est déposé par le chef barbare Odoacre. À partir de cette date, l'Empire romain d'Occident disparaît définitivement, même si celui d'Orient, avec pour capitale Constantinople, va perdurer jusqu'en 1453. La fin de l'Empire romain d'Occident marque l'avènement des royaumes barbares qui s'élèvent sur ses décombres. Les Vandales s'installent en Afrique du Nord, les Suèves et les Visigoths dans la péninsule ibérique, les Lombards en Italie du Nord, les Angles et les Saxons en Grande-Bretagne et bien sûr les Francs en Gaule. On notera que la confédération barbare des Francaliens est très largement acculturée à la culture romaine. Ils ont notamment repris certaines bases administratives et l'institution impériale. En effet, depuis Mérové, les Francaliens sont dirigés par une seule dynastie, les Mérovingiens. Alors Mérové, c'est une sorte de fondateur semi-mythique qui a réussi à légitimer sa famille et à imposer une dynastie royale à la tête des Saliens. On ignore un peu pourquoi cette famille des Mérovingiens a réussi à se légitimer plutôt qu'une autre à la tête des Saliens. Quoi qu'il en soit, c'est grâce à son ascendance royale que le jeune Clovis va monter sur le trône royal en 481 à la mort de son père, Childéric. En gros, il hérite d'un territoire qui comprend la Gaule-Belgique et le nord de la France. La Bourgogne est tenue par les Burgondes, Soissons est tenue par Syagrius, un romaniste de la dernière heure, et le sud de la Gaule est tenu par les Visigoths. Clovis est puissant, mais pas autant que ses dangereux voisins. Il a besoin pour s'imposer en tant qu'homme le plus puissant de son temps de deux armes. Une armée puissante et le soutien de l'Église catholique majoritaire en Gaule. Clovis est un grand malin. Alors un grand malin qui était païen et qui va réussir à se faire proclamer protecteur de l'Église catholique. En plus, il va s'allier aux Romains de Byzance. Pour comprendre ce tour de passe-passe idéologique, il faut comprendre une chose, c'est qu'à l'époque, la chrétienté subit de grands remous. En effet, les chrétiens sont divisés entre les ariens et les catholiques. Les catholiques soutiennent que Jésus est fils de Dieu et est divin. Les ariens soutiennent que Jésus était certes fils de Dieu, mais qu'il n'était qu'humain, saupoudré d'un peu de divinité. Cette querelle théologique va suffire à diviser profondément la chrétienté. La plupart des Gallo-Romains et des évêques de Gaule sont catholiques, alors que la majorité des barbares qui les occupent, les Burgondes, les Visigoths, etc., sont ariens. Ça suffit pour que les peuples de Gaule détestent leurs occupants. Et c'est ainsi qu'ils vont garder au fur et à mesure une certaine sympathie pour un roi païen du nord de la Gaule qui, lui, a toujours protégé l'Église catholique, et ce roi, c'est Clovis. Alors on notera également qu'au 5e siècle de notre ère, les évêques ont un rôle très important. En effet, ils sont en charge de la justice dans les villes, et ils ont également une forte autorité morale et administrative. Ce sont également les grands administrateurs des évêchés à l'immense patrimoine foncier. Pour se les mettre dans la poche, Clovis va la jouer fine.
Il va interdire à ses hommes de porter atteinte au bien de l'Église lors des combats et va préserver leur pouvoir. Ainsi, il va trouver un terreau catholique favorable à son expansion bien au-delà de ses frontières. Également, il va se marier avec Clotilde, une princesse burgonde en exil en Suisse, qui a le bonheur d'être catholique. C'est donc parti pour la grande invasion. En 486, il détruit le royaume de Syagrius et s'empare de la ville de Soissons. À partir de là, il lance ses hommes en razzia sur la Champagne gallo-romaine et nous arrivons progressivement au fameux épisode du vase de Soissons. Vers 486, après la prise de Soissons par Clovis, les Francs se livrent au pillage de nombreuses églises, notamment en Champagne. Ainsi, près de Reims, ils dévalisent une église où ils s'emparent d'un vase de grande taille, probablement en argent. Saint Rémy, l'évêque de Reims, demande donc à Clovis que ses hommes restituent au moins ce vase. Clovis accepte pour maintenir de bonnes relations avec l'église. Mais lors du partage du butin qui contient ce vase, un soldat refuse de le rendre et décide de le briser avec sa hache. Sur le moment, Clovis ne réagit pas. Mais un an plus tard, lors d'une revue de ses troupes, Clovis jette à terre les armes du soldat en question, car il les estime mal entretenues. Le soldat se baisse pour les ramasser, et Clovis lui brise le crâne à son tour d'un coup de hache en disant « Ainsi as-tu fait du vase de Soissons ». La baston continue, et maintenant Clovis va amener la guerre dans le reste de la Gaule et en Germanie. Néanmoins, sur l'est de son empire, les ordres barbares des Alamans menacent son équilibre. En effet, ses alliés, les Francs ripulaires, sont en très mauvaise posture face aux hordes barbares, et Clovis est un peu obligé de porter assistance à son allié. Un peu contre son gré, il va finalement se retrouver quasiment seul face aux hordes d'envahisseurs. La rencontre entre les armées de Clovis et les armées des envahisseurs va avoir lieu à Zülpich, près de Cologne, en actuelle Allemagne. Cette bataille est plus connue sous le nom de la bataille de Tolbiac. Alors à Tolbiac, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir un des moments mythiques fondateurs du royaume de France. En effet, à un moment de la bataille, les troupes de Clovis sont en bien mauvaise posture. À ce moment-là, il dit, en s'adressant au ciel de façon messianique, « Si je gagne ce combat, je me convertis à la religion de ma femme. » Sa femme, Clotilde, est catholique. Et à ce moment-là, comme par hasard, le roi des Alamans serait tombé sous les coups d'un soldat de Clovis et les Alamans seraient entrés en déroute. Alors, il semble néanmoins que la réalité historique soit légèrement différente. En effet, Clovis, dont les enfants étaient déjà convertis au catholicisme, cherchait une bonne occasion pour légitimer sa conversion au catholicisme auprès de ses guerriers et par là même convertir une partie d'entre eux. Clovis va donc se faire baptiser dans la religion chrétienne. Le baptême a lieu à Reims à Noël 498 ou 499. C'est Saint Rémy, l'évêque de Reims, qui baptise Clovis, mais aussi plusieurs milliers de Francs, puisque c'est toute sa cour et ses guerriers qui auraient été baptisés au même moment. C'est un acte politique très important qui permet notamment à Clovis d'obtenir pleinement le soutien de l'Église de Gaule et donc de renforcer son pouvoir. La victoire de Tolbiac a en quelque sorte servi de prétexte à la catholisation des Francs. On va noter que l'efficacité et la rapidité des armées franques qui sont maintenant composées de Saliens et de Rhénans est aussi due à l'héritage gallo-romain. En effet, de nombreux généraux francs avaient servi du temps de l'Empire romain et ils ont donc conservé cette excellence militaire qu'ils ont réinjectée en quelque sorte dans les armées franques. Clovis a véritablement un appétit insatiable et pour s'assurer que ses fils hériteront bien de son royaume après sa mort, il va faire tuer tous leurs potentiels rivaux. Frères, cousins, chefs francs, ils sont tous passés au fil de l'épée. En effet, selon la coutume des Francs, le royaume est la propriété personnelle du roi, ce qui fait que chacun des enfants hérite d'une partie du royaume. D'ailleurs, pour reprendre cette tradition de tuer toute sa famille, on peut noter que le fils de Clovis, Clotaire, va faire de même, il va tuer tous les potentiels rivaux, et Clotilde, la femme de Clovis, était issue d'une famille qui avait quasiment été entièrement zigouillée par le roi des Burgondes de l'époque, et elle était alors une des rares survivantes de cette famille, et c'est pour ça qu'elle s'était exilée en Suisse. En 491, Clovis soumettait la région de Thuringe en actuelle Allemagne.
En 500, il va soumettre les Burgondes, puis il va s'allier à eux. Il va entamer à présent une marche vers le sud de la France, qui est alors arien. En 507, il va détruire les Visigoths aquitains à la bataille de Poitiers, et ceux-ci vont être repoussés de plus en plus vers le sud, malgré le renfort de leurs cousins, les Ostrogoths. Maintenant, le royaume de Clovis atteint une taille impressionnante et s'impose à tous ses voisins, non seulement par sa puissance militaire, mais aussi par son efficacité administrative. Si la Gaule chevelue de Jules César désigne davantage les immenses forêts de la Gaule que la pilosité de ses habitants, le terme de roi chevelu est quant à lui un mythe qui concerne davantage la chevelure de nos fameux rois francs. En effet, il semblerait, selon diverses sources, que les membres de la dynastie mérovingienne conservaient une chevelure longue et maîtrisée. En fait, s'ils conservaient les cheveux longs, c'est à relier à une antique tradition germanique. En effet, il y avait un lien entre une chevelure longue et la puissance d'un individu. Au VIe siècle, couper les cheveux d'un homme était un crime très sévèrement puni, et tondre un homme était une humiliation sans borne. Concernant les institutions mérovingiennes, elles constituent un renouveau après des siècles de décrépitude romaine et barbare. La plupart des institutions sont héritées de Rome et elles vont s'avérer très efficaces. Notamment les institutions permettant de récolter les taxes qui vont permettre à Clovis de compter sur une véritable puissance financière. En effet, les taxes sur le commerce, par exemple, sont très bien récoltées et vont directement dans le trésor royal. La justice est royale et tout appel est jugé devant le roi. Clovis va tenter d'uniformiser les règles juridiques qui régissent la vie des habitants de son royaume, car en effet, il y avait 3 droits en vigueur. Le droit salique, le droit canon de l'Église et le droit romain. Et alors, ça posait des problèmes devant les tribunaux, car chaque personne pouvait demander à être jugée selon le droit qu'elle reconnaissait. Donc un gallo-romain était jugé selon le droit romain, tandis qu'un franc était jugé selon la loi salique. Et alors vous comprenez que ça posait des problèmes dans les jugements, et il fallait en fait sans cesse trouver un compromis lorsqu'il y avait un litige entre 2 personnes qui ne reconnaissaient pas le même droit. Et donc Clovis va promouvoir des règles qui tendent à uniformiser tout ça. Il faut savoir également que l'administration, c'est comme le royaume. Elle appartient au roi. Donc il peut révoquer et nommer à loisir. Les ducs et les comtes administrent des entités administratives et sont encore à l'époque des fonctionnaires. Au final, parmi les rois barbares, Clovis est l'un de ceux qui ont su s'affirmer et tirer leur épingle du jeu. Son règne est le symbole d'une réussite assez rare dans le monde post-romain et jette les bases d'une nouvelle dynastie, celle des Mérovingiens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite évidemment à aller voir les autres vidéos de l'histoire en 5 minutes en cliquant dans le lien dans la description. Également, rejoignez-nous sur Facebook, on a une super page Facebook, on est ultra actifs. Je vous invite également à cliquer sur le lien dans la description et pour nous rejoindre et pour découvrir les autres collaborations qu'on a pu faire, comme avec l'histoire des colonisations podcast. Aussi, allez voir nos dernières vidéos en cliquant juste ici et évidemment, abonnez-vous, parce que bon, sans vous, qu'est-ce qu'on ferait? Allez, à la prochaine.